Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Je me présente, Kunti Moreau, journaliste, créatrice et curatrice du parcours Uptown Design qui se déroule depuis 7 ans à Bruxelles et expert pendant 8 ans à la Commission des arts, mode et design de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous souhaite la bienvenue. Je voudrais m'assurer que vous maîtrisiez les fonctionnalités techniques de ce webinaire pour accéder à la traduction. Vous pouvez cliquer sur l'icône interprétation en bas de votre écran et pour ceux qui possèdent une tablette et un smartphone, vous pouvez appuyer sur plus pour accéder à l'interprétation. Pendant les présentations, vous pouvez poser des questions dans le fil de la discussion. Om de simultane vertaling te bereiken, klik op het icoon interprétation in de optie black onderaan de videoconferentie. Vanaf een tablet of smartphone, druk op plus om de simultane vertaling te hebben. À l'issue de ce webinaire, si vous avez des questions sur l'étude, vous pouvez contacter KEA par email, mais les services culturels de l'ambassade de France en Belgique peuvent vous aider à entrer en relation avec les autres participants de ce webinaire. Merci. Je cède la parole à Madame Marianne Carré, sous-directrice de la culture, des médias et à la Direction générale de la mondialisation, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ensuite, nous entendrons Monsieur Thomas Michelon, conseiller de coopération et d'action culturelle et référent pour les industries culturelles et créatives à l'ambassade de France de Belgique. Je cède la parole à Madame Marianne Carré. Bonjour à tous et merci de m'avoir associée à ce webinaire. Comme vous le savez sans doute, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français développe une diplomatie d'influence très active, notamment dans le domaine culturel, qui se traduit par une importance forte accordée aux industries culturelles et créatives, qui font l'objet d'un soutien très actif. Les industries culturelles et créatives sont partie de ce qu'on appelle les familles prioritaires à l'export, qui ont pour ce dispositif de famille prioritaire à l'export n'est pas spécifique au secteur culturel, mais s'applique aussi aux autres secteurs de l'économie et a pour objectif de renforcer leur visibilité et leur capacité d'action internationale, notamment en développant des synergies et des coordinations entre les acteurs publics et privés pour être plus efficaces. Pour revenir au domaine des industries culturelles et créatives, notre ministre a en 2019 confié une mission prioritaire pour les industries culturelles et créatives à 37 postes, 37 ambassades dans le monde, dont fait partie la Belgique. Chacun de ces postes avait été chargé de mettre en œuvre un plan d'action en désignant un chef de file pour les industries culturelles et créatives dans le poste, et avec comme étant en œuvre des plans d'action en 3 parties, avec la création de ressources pour les professionnels, la mise en œuvre d'actions en faveur des secteurs concernés et un dernier volet qui concernait la communication. Bon, la pandémie a un petit peu compliqué la mise en œuvre de ces plans d'action, mais elle ne l'a pas empêché. On remarque qu'il y a eu un bilan d'action tout à fait positif de ce qui a déjà été mis en œuvre depuis fin 2019. Tous les postes s'en sont emparés, ont choisi des secteurs prioritaires dans lesquels ils investissent leurs efforts, ont mis en œuvre des ressources. Et la réalisation de cette étude s'inscrit pleinement à ce titre dans cette stratégie confiée à la Belgique, puisque la Belgique a notamment choisi la mode et le design comme secteur d'intérêt plus particulier pour les industries culturelles et créatives. Et cette étude, c'est vraiment le premier pas pour justement la mise en œuvre d'une stratégie globale. Et c'est très intéressant que nous puissions justement participer à la restitution de cette étude aujourd'hui, qui va nous permettre de progresser en identifiant des pistes de coopération que j'imagine très fructueuses, non seulement parce que les 2 pays sont proches géographiquement, mais parce qu'ils ont beaucoup de points communs et d'atouts à mettre en valeur en commun. Donc, les synergies doivent se faire au niveau national, mais aussi au sein de l'Union européenne. Il y a beaucoup de points communs et d'actions qu'on peut mener ensemble, et ça sera sans doute développé, je l'imagine, par les personnes qui ont réalisé l'étude. Je voulais signaler aussi que l'Institut français de Paris a une page dédiée aux industries culturelles et créatives qui met en œuvre les ressources qui sont produites par chaque pays, qui sont disponibles pour les professionnels.
Et c'est une démarche qui s'inscrit donc dans cette dynamique d'accompagnement de nos secteurs professionnels à l'international. Donc, je remercie par ailleurs toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, notamment Philippe Kern et Clémentine Daubeuf du cabinet KEA, je ne sais pas comment on prononce, European Affairs, pour leur présentation des résultats de l'étude, qui est vraiment très impressionnante et très intéressante. Tom Suckerbrick de Flanders DC, Pierre-François Lelouette, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, pour leurs éclairages sur les perspectives de collaboration. Et enfin, bien sûr, l'Institut français pour son soutien à cette enquête, ainsi que Thomas Michelon, qui est notre conseiller de coopération et d'action culturelle, et aussi le référent ICC, c'est notre homme multitâche à Bruxelles, et à qui je laisse la parole pour vous présenter les objectifs et contexte de cette étude. Merci Marianne, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous avoir aussi nombreux autour de cet écran, une restitution virtuelle mais qui sera néanmoins passionnante. Alors merci Marianne d'avoir très bien décrit en fait les objectifs qui étaient ceux du ministère mais aussi les nôtres, que signifiait pour nous en fait l'application du plan ICC en Belgique. Évidemment la question se posait d'emblée, alors ça nécessite bien entendu d'identifier les secteurs porteurs sur le plan économique et le plan créatif. Mais si intuitivement on pouvait se dire que la mode et le design, parce qu'on sait qu'il y a le groupe D6, parce qu'on connaît l'excellence des formations belges, parce qu'on sait qu'il y a un marché de commercialisation des produits de mode et de design, ça ne suffisait pas, si vous voulez. Nous avions besoin d'objectivation, d'où l'étude commandée à KEA, qui a été financée donc par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et par l'Institut français, que je remercie d'ailleurs à cette occasion. Alors, l'étude, vous allez le voir, est très riche en informations. Elle est également très prometteuse parce qu'elle révèle. Moi, j'en déduis, mais j'espère que vous le déduirez avec moi, qu'il y a un véritable espace de coopération qui est important entre les deux pays. Vous allez effectivement écouter Clémentine et Philippe nous expliquer les principales recommandations qui sont liées donc à leurs observations. Pour l'instant, je ne vais pas plus loin parce que je pense que le plus important, c'est la présentation des conclusions de l'étude et le débat qui s'en suivra. Je voudrais d'ailleurs remercier Kunti Moreau d'avoir accepté de l'animer aujourd'hui avec nous. Voilà, place donc à l'étude et au débat. Merci. Merci beaucoup, Thomas, pour l'introduction de l'étude. Donc, je me présente, je suis Clémentine Daubeuf, je suis la directrice associée de KEA. Une petite présentation très rapide de KEA. Donc, nous sommes un centre de recherche, nous sommes situés à Bruxelles et spécialisés sur les industries culturelles et créatives et sur les politiques qui les accompagnent. KEA est actif depuis 20 ans maintenant au niveau européen, à la fois dans la recherche, le conseil stratégique et les projets européens, donc le travail sur les financements pour les opérateurs culturels et créatifs en Europe. Et nous travaillons avec des acteurs publics, comme c'était le cas sur cette étude, mais également avec des opérateurs privés dans les secteurs culturels et créatifs du niveau international, européen, au niveau local. On travaille également avec les villes et les régions. Donc ça, c'était une petite capsule d'introduction très rapide sur KEA et je vais partager désormais mon écran avec vous pour vous présenter les résultats de cette étude. Donc, les objectifs ont été déjà rappelés, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Pour parler rapidement de la méthodologie de l'étude, donc on a procédé à une analyse quantitative sur base de données statistiques qui étaient disponibles au niveau européen, au niveau belge et au niveau régional, et également des travaux académiques sur le sujet, que l'on a complété avec une analyse qualitative grâce à des entretiens avec des professionnels du secteur de la mode et du secteur du design en Belgique et en France, et une recherche documentaire. Et j'ajouterai également à cette diapositive que l'on a pu discuter des conclusions et recommandations intermédiaires au cours d'un atelier avec des professionnels belges et français en mars dernier. Pour poursuivre, ce que vous pourrez trouver dans cette étude, donc ça va être d'abord une présentation du marché belge de la mode et du design en termes de chiffres et de données économiques, mais aussi les spécificités de façon plus qualitative de ces marchés, et enfin l'état des échanges et collaborations avec la France, et enfin les recommandations.
Pour les besoins de cette présentation aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti, je vais combiner et je vais essayer de condenser cette analyse et je vais pour cela utiliser le modèle de la chaîne de valeur pour vous présenter les spécificités des marchés belges de la mode et du design. Donc voilà ce qu'on entend par la chaîne de valeur, c'est toute la chaîne qui va de la création à la consommation d'un produit ou d'un service ici culturel créatif. Et je vais commencer par la création. Donc l'étude a documenté la très riche créativité qu'on peut trouver dans les secteurs mode et design en Belgique, avec un rôle clé qui est joué par les écoles, puisqu'elles sont le vivier de cette création. Et elles sont également le vivier d'une collaboration déjà franco-belge, puisqu'elles attirent, en tout cas particulièrement pour les écoles francophones, un certain nombre de jeunes talents français qui ensuite vont partir sur le marché international ou revenir en France ou rester en Belgique. Mais en tout cas, elles sont très attractives, également reconnues. Bon, pour citer l'école de la Cambre à Bruxelles, mais aussi l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers. On a également des écoles de mode à Tournai, à Liège, des écoles de design à Gand et à Genk qui sont également reconnues. Donc la Belgique a cette force de savoir-faire et de qualité dans les domaines mode et design, particulièrement on pense à la mode moyen haut de gamme, le haut de gamme avec des noms, Thomas mentionnait en introduction les 6 d'Anvers. On a également des chaînes qui sont bien positionnées, par exemple on pense à Belle Rose, Terre Bleue ou Essentiel, qui sont également des noms de la mode belge. Du côté du design, le pays est assez réputé pour son design de meubles, particulièrement d'extérieur, de labels, donc qui regroupent plusieurs créateurs sous une même coupole, et de services. Pour citer quelques noms, on a Tribu, Royal Botanica, Vincent Shepard, Cerax, par exemple dans la céramique, et ensuite dans les services Base Design, Rotor ou Luc. Donc ça, c'est du point de vue de la création et de la créativité. Pour continuer en glissant vers la production, alors du côté mode, on observe que comme dans un assez grand nombre de pays d'Europe de l'Est et du Nord, la production de textiles, la production de vêtements en soi est plutôt en déclin, avec la Flandre qui concentre les activités, les entreprises, les emplois. Mais on a quand même une production de niche de design, surtout en Flandre également, en Wallonie, qui vont proposer des services très qualitatifs. Je dois aussi noter que les services de design sont en véritable explosion. Sur les 15 dernières années, on peut véritablement observer une croissance du nombre d'entreprises qui vont peut-être être des plus petites entreprises, mais une croissance quand même, une croissance de chiffre d'affaires et une croissance des ventes qui est à noter pour ce secteur. Ce qui fait la force de l'écosystème belge, en tout cas pour la mode et le design, ça va être la distribution, avec un très dense réseau de boutiques multimarques pour la mode, de concept store pour le design et le commerce électronique qui est en croissance. J'insiste sur ce point parce que ça peut être très important pour justement les petites entreprises françaises, la jeune création qui souhaiterait aborder un nouveau territoire. Ces réseaux de boutiques et de petits magasins opèrent vraiment une sélection qualitative dans laquelle on observe déjà la présence de marques françaises, et bien sûr les grandes marques haut de gamme, les marques de luxe sont déjà très bien représentées. Donc, c'est une véritable force du territoire pour l'implantation et pour la collaboration. On a également un intérêt grandissant pour les objets de design, le design à collectionner, l'artisanat. Et je reviens maintenant juste sur le e-commerce. Donc, si on se penche un peu sur les chiffres, on voit qu'en Belgique, le e-commerce est un peu moins développé que chez ses voisins parce qu'on a cet attachement au réseau de boutiques physiques. Mais évidemment, la pandémie a accéléré le développement du commerce électronique et notamment de regroupement de créateurs de boutiques en ligne au sein desquels on a pu retrouver des créations françaises. Donc ça, c'est pour la distribution. Et enfin, pour la partie consommation, ce qu'on peut observer, ce qu'on retrouve dans les chiffres, c'est que les Belges dépensent en moyenne environ 17% de plus pour les articles d'habillement et de chaussures que la moyenne européenne. Et c'est sous-tendu, cette consommation, par un pouvoir d'achat important qui est en croissance, notamment plus rapidement en Flandre que sur les autres régions. Donc, on a quand même un territoire avec un potentiel de consommation important.
Donc, pour récapituler un peu cette première partie, on souhaite insister sur le fait qu'il y a une véritable dynamique, un véritable dynamisme et une bonne réputation de la création belge dans le domaine mode et design. Donc, ça offre des opportunités de collaboration avec les opérateurs français. On a une proximité qui est géographique et qui est aussi culturelle et en tout cas en partie linguistique, qui représente un terrain d'essai qui est intéressant pour les petites et moyennes entreprises françaises à l'export sur un marché voisin, donc plus accessible, et un marché qui est déjà très ouvert à l'international du fait de sa position géographique, du fait de sa taille également, et qui est déjà bien pénétré par les marques françaises. Donc, il y a déjà un public sensibilisé et attiré par cette création, et le réseau de magasins multimarques, de concept store, comme je le disais, est un véritable atout pour les petites et moyennes entreprises pour se lancer sur ce marché avec des collections limitées, par exemple. Et enfin, ça c'est une tendance sur laquelle on reviendra, on observe qu'il y a une opportunité également pour se positionner sur le domaine du développement durable, donc le commerce équitable, le slow fashion, l'artisanat, notamment en ligne avec le développement de ces plateformes de petits créateurs. Donc la demande est plutôt favorable à ce type de produits. Je vais poursuivre sur ce modèle en parlant maintenant du cadre qui soutient cette chaîne de valeur des secteurs mode et design. Je n'ai pas précisé, c'est des chaînes de valeur qui sont spécifiques en soi, mais on a voulu donner une synthèse dans cette étude et dans cette présentation en particulier pour vous donner vraiment un aperçu global. C'est important de parler du cadre institutionnel puisque la Belgique a un cadre assez particulier avec ces 3 régions, ces communautés, cette diversité linguistique qui est aussi un facteur de créativité, de dynamisme. Donc, pour revenir sur les aspects de formation, comme je le mentionnais déjà précédemment, on a les principales écoles d'art qui proposent des parcours mode et design à Anvers, je le mentionnais, à Gand, à Genk pour la partie néerlandophone, à Bruxelles, à Liège ou à Tournai, par exemple, pour la partie francophone, et des formations qui attirent un grand nombre d'étudiants français qui déjà initient des premiers contacts et collaborations à ce niveau. Après, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a un véritable cadre qui soutient l'implantation, le développement de l'économie culturelle et créative, à la fois grâce à des opérateurs, à des institutions régionales qui sont spécialisées dans la mode et le design. On pense au MAD à Bruxelles, à Wallonie-Bruxelles Design Mode en Fédération Wallonie-Bruxelles, à Flanders DC pour la Flandre, par exemple. Donc, on a également tout un réseau de soutien public parfois croisés pour encourager le développement des entreprises, pour encourager leur internationalisation. Donc, on retrouve des problématiques très similaires aux entreprises françaises. Et enfin, quelque chose qui est intéressant de noter, c'est également le rôle des villes. Alors, on a effectivement des politiques publiques qui vont s'appuyer sur des institutions comme des musées, par exemple, ou des hubs créatifs, bien qu'on en ait moins dans la mode et spécialisé dans la mode et le design. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une approche plutôt en termes d'écosystème dans les villes où les industries culturelles et créatives vont être soutenues sans distinction de secteur. On va plutôt encourager les collaborations au sein des secteurs culturels et créatifs et entre les secteurs culturels et créatifs et d'autres pans de l'économie, de l'industrie, de la recherche, par exemple, dans une démarche d'innovation, dans une démarche d'attractivité du territoire. Et que ça va être favorable au développement, par exemple, si on pense à la fashion tech dans certaines parties de la Flandre, puisqu'on va avoir des collaborations entre des groupes technologiques et des créateurs. Je reviendrai également sur cet aspect juste après. Donc, cette approche en termes d'écosystème, elle pourrait aussi être favorable à la collaboration entre villes, par exemple, villes de design et villes de mode. Un autre pan du cadre institutionnel, qui découle de ce cadre institutionnel et de ces politiques de ville, c'est la possibilité de collaborer sur des défis communs. Parce que les enjeux qui sont liés à l'empreinte écologique, à l'innovation technologique dans les secteurs mode et design et à la valorisation des savoir-faire qui sont porteurs d'innovation représentent un intérêt entre les opérateurs français et belges. Et donc là, on pourrait explorer les complémentarités entre les expertises respectives pour promouvoir des véritables leaders européens de la mode et du design. Donc pour détailler un petit peu
ces enjeux, du point de vue du numérique, je mentionnais en Flandre, on a un fort mouvement de fashion tech où la technologie va être utilisée à la fois sur la gestion du cycle de vie des produits, qui va être utilisée au niveau des textiles intelligents, avec des collaborations industrielles, le marketing et la relation client aussi à travers le numérique. Et on a des programmes de formation dont Flanders d'ici parlerait mieux que moi, également des événements pour mettre en valeur la création alliée à la technologie. Donc ça, c'est vraiment un point fort à explorer. Le développement durable, évidemment, est une problématique tout à fait actuelle et qui est vraiment prise à cœur par le secteur, que ce soit au niveau des matériaux utilisés, des processus de transformation, des lieux de fabrication, des conditions de travail, etc. Donc là, on a des initiatives locales et régionales qui visent une approche circulaire de la mode, donc à destination des professionnels et à destination des consommateurs. Et enfin, du point de vue de l'innovation et de l'artisanat que j'ai représenté sur cette diapositive sous le terme de savoir-faire, là, il s'agit de valoriser donc les savoir-faire créateurs d'innovation, le lien entre les créateurs et les artisans et le secteur industriel, par exemple, pour contribuer à la recherche, à l'innovation et à la créativité dans les secteurs mode et design. Donc ça, ce sont des initiatives qui existent au niveau local en Belgique, mais qui sont aussi des tremplins intéressants pour la collaboration internationale et la collaboration franco-belge. Dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet de cette prochaine partie. On a regardé au sein de l'étude à quel niveau et à quelle intensité se passaient les échanges, les collaborations entre la France et la Belgique. Donc, on a noté que ça avait lieu au niveau de la formation, au niveau des entreprises, un peu au niveau des associations professionnelles et au sein de projets européens. Je vais présenter ça très rapidement. Donc, on en a déjà parlé. La Belgique attire un certain nombre d'étudiants français dans les domaines particulièrement de la mode parce qu'on a une qualité de la formation qui est reconnue au niveau international. On a également un coût de la vie, un coût des études qui est plutôt attractif pour les étudiants. Et on a un réseau professionnel relativement accessible avec des contacts plus faciles à nouer, on va dire une certaine chaleur dans les échanges qui peuvent être appréciés quand on démarre dans sa vie professionnelle. Du point de vue des entreprises, ce qui est porteur, ce qui nous a été remonté, c'est que, par exemple, on a des cabinets d'architectes qui vont pouvoir mobiliser des créateurs français sur des projets belges et vice-versa, donc avec un fort rôle de prescription. On a également le rôle important des labels de design, je le mentionnais en introduction, donc c'est ces marques de design qui regroupent plusieurs créateurs tout en faisant également la promotion. Donc on a des labels belges, je reprends l'exemple de Cerax en céramique, qui travaillent avec des créateurs français. Mais qu'on a encore relativement peu d'agents français au Benelux. Du coup, ce serait important de faire connaître davantage les talents et les entreprises pour initier davantage d'opportunités business to business. Du point de vue des relations professionnelles, entre les associations, on a pu noter qu'il y avait une collaboration assez ténue pour l'instant. Il existe des rencontres B2B, donc, par exemple, Wallonie-Bruxelles Design Mode organise des rencontres avec une forte demande de la partie française pour se mettre en contact avec des designers et des entreprises en Belgique. Du coup, on peut en déduire qu'il y a un intérêt à la structuration des échanges professionnels, notamment sur des événements ou sur des opportunités de rencontres B2B entre les secteurs et entre les deux pays. Et enfin, sur la collaboration européenne, on a plusieurs projets européens qui impliquent des partenaires français et belges, notamment au niveau du développement économique du secteur de la mode. Donc là, ça va être par exemple le projet Europe Creative United Fashion, qui rassemble les trois partenaires principaux, partenaires des trois régions belges et puis les maisons de mode de Lille et Roubaix. On va avoir des projets qui s'intéressent davantage à la recherche et au développement sur l'industrie textile au niveau des matériaux. Donc là, ça va être des projets de recherche sous le programme Horizon 2020 qui maintenant s'appelle Horizon Europe. Et on a également une coopération transfrontalière assez dynamique en matière de design, notamment avec les projets Tripod ou les projets Design In qui ont mis en relation des designers avec des villes ou avec des commerçants sur les deux pays. Voilà pour l'état
des échanges et des collaborations. Puis je vais maintenant passer à la partie qui nous intéresse davantage, quelles conclusions et quelles recommandations dans cette perspective de collaboration. Pour faire une petite synthèse, on peut en conclure qu'on a 2 pays et des secteurs qui sont confrontés à des défis très similaires et qui ont des atouts différents. Mais malgré la proximité géographique et culturelle, on a quand même une certaine méconnaissance l'un de l'autre, avec un manque de connaissance du paysage créatif, académique, économique et institutionnel des pays, et peu de collaboration, des collaborations très ponctuelles entre les acteurs professionnels, les institutions et les organismes de formation. C'est pour ça que nos recommandations vont porter sur le renforcement de ce partenariat sur ces secteurs. Donc, les opportunités pu dégager pour les professionnels français en Belgique, mais qui sont également des opportunités de développement réciproques, c'est la promotion des savoir-faire et la promotion de la production auprès des détaillants, des éditeurs, des consommateurs, mais aussi, je rajouterais, des créateurs qui peuvent trouver des partenaires de production en France. C'est de travailler sur les complémentarités dans la formation, dans le champ professionnel, sur les défis qu'on a identifiés entre la création, la gestion d'entreprise, la création et les industries, l'internationalisation qui sont des défis similaires. Promouvoir le Made in France, on va dire promouvoir les circuits courts dans ces 2 secteurs dans un contexte de consommation et de production plus durable. Et c'est accompagner le développement entrepreneurial. Il y a des collaborations transversales entre autorités locales, entre les 2 pays, et amplifier ces collaborations bilatérales, mais aussi européennes sur des thématiques prioritaires. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on a voulu placer nos recommandations que je vais détailler maintenant. On a proposé 3 volets de recommandations. Tout d'abord, une collaboration institutionnelle sur une base bilatérale, une collaboration institutionnelle dans le cadre européen et enfin, les collaborations dans le champ professionnel. Pour commencer sur les recommandations sur une base bilatérale, tout d'abord, on propose le soutien au développement des secteurs mode et design entre les 2 pays. Donc, ça passe par l'identification de besoins communs, des domaines dans lesquels la mutualisation des ressources, des connaissances a du sens. Ça passe également par l'initiation de démarches professionnelles, institutionnelles, y compris académiques communes, et puis on pourra détailler ça dans le 2e point. C'est favoriser les échanges entre les institutions culturelles, entre les créateurs des 2 pays, par exemple, via des résidences ou via des programmes d'incubation. Et ça peut être soutenu par le jumelage ou en tout cas la mise en réseau de villes de mode et de design. On pourrait s'appuyer par exemple sur le réseau UNESCO de villes de design qui rassemble entre autres la ville de Saint-Étienne et la ville de Courtrai. Du point de vue de la formation, ça passerait par développer une offre de formation professionnelle entre les 2 pays, favoriser la mobilité étudiante et artistique, donc élargir les coopérations académiques existantes, favoriser notamment la mobilité de stage entre les étudiants, mais c'est aussi collaborer sur des projets communs à l'international, et ça on pourrait y revenir sur, par exemple, l'implantation d'antennes communes dans des pays tiers. Et du point de vue des financements, on propose d'étudier l'ouverture des mécanismes de financement existants donc aux créateurs et aux entreprises des 2 pays qui permettraient de répondre aux besoins de financement et d'internationalisation des entreprises des 2 secteurs dans les 2 pays. Et notamment, un outil qui pourrait être intéressant dans ce cadre, c'est de mobiliser le plan français de relance export pour les industries culturelles et créatives, notamment avec les chèques relance export. Ça, c'est pour la collaboration institutionnelle bilatérale. Du point de vue sous la coupole européenne, les recommandations portent notamment sur le plaidoyer, la structuration du secteur, parce qu'on a remarqué qu'il y a quand même un soutien du secteur assez marginal, le secteur de la mode notamment marginal au niveau européen. Donc, ça pourrait être intéressant de pousser pour une approche franco-belge et de stimuler l'intérêt de l'Union européenne à développer une vision plus stratégique et des moyens pour soutenir la mode, hors peut-être les grands groupes de mode qui bénéficient déjà d'une certaine visibilité. Et ce serait soutenir, par exemple, la structuration d'une association européenne pour représenter le secteur de la mode auprès des institutions. Du point de vue des financements,
Donc, on pourrait réfléchir à l'usage des fonds et des programmes européens pour des projets communs. Donc, il existe un certain nombre d'outils qui sont disponibles et qui pourraient être mobilisés, par exemple le fonds de garantie Europe créative pour les secteurs de la mode et du design. On a les fonds structurels qui sont mobilisés, par exemple, par les projets Interreg que je mentionnais précédemment. Mais on a aussi le programme Europe créative qui a déjà porté ses fruits sur des petites échelles de collaboration entre designers de mode entre plusieurs pays européens. On a Erasmus+ pour la formation professionnelle, les programmes COSME qui s'adressent aux entreprises, Horizon Europe plutôt sur la recherche et le développement, par exemple dans une perspective durable, et le nouveau Bauhaus européen dans la même perspective de contribuer à une croissance plus durable, plus inclusive au niveau européen. Et enfin, on a voulu proposer un troisième volet qui est celui de la coopération internationale, qui consisterait à mobiliser des forces dans les secteurs français et belges dans le cadre de projets internationaux d'appui aux industries culturelles et créatives dans les pays tiers. Ça s'inscrit également dans les priorités de la Commission européenne de soutenir le développement des industries culturelles et créatives dans ces pays tiers. Et la France comme la Belgique ont des atouts à faire valoir dans ce cadre, et notamment au niveau des secteurs mode et design, que ce soit du point de vue de la création, soutien aux entreprises ou formation. Et pour terminer avec la collaboration professionnelle, puisque c'est quelque chose dont on a noté à la fois un intérêt réciproque, mais aussi encore un manque de structuration régulière, on va dire. Donc, on propose d'encourager les réunions et les contacts réguliers entre les associations professionnelles des secteurs mode et design. Donc, ça peut être, par exemple, discuter de l'intérêt à échanger sur les grands salons, sur les marchés prioritaires ou les marchés émergents. C'est identifier les besoins, les complémentarités, les partenariats possibles. Par exemple, créer des bases de données croisées entre producteurs de certains types de textiles, par exemple. Ça peut être créer des bases de données entre groupes industriels. Ça peut également être passé par des rencontres professionnelles avec des invitations à les résidences, des invitations aux expositions, aux défilés de fin d'études, des actions de matchmaking, des visites d'ateliers ou des voyages d'affaires sur les secteurs mode et design. Et enfin, tout ça pourrait contribuer à développer et promouvoir une identité européenne forte à l'international en s'appuyant sur les atouts des deux pays pour aller s'adresser aux pays émergents ou aux marchés prioritaires, donc avec par exemple des actions de promotion internationale qui pourraient se faire de façon conjointe. Voilà pour un petit aperçu de conclusion de notre étude. Je me tiens à votre disposition ainsi que Philippe Kern pour toute question. J'ai volontairement été rapide sur cette présentation puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais voilà, on se ferait un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur les recommandations, sur l'analyse. On se tient à votre disposition. Merci de votre attention. Merci Clémentine. Je voulais juste aussi apporter une petite information, c'est que cette étude de KEA sera aussi disponible en néerlandais. Donc vous aurez les deux langues, vous pourrez la lire dans les deux langues. Je vous invite aussi tous les participants à pouvoir poser vos questions maintenant. On a juste un tout petit peu de temps pour pouvoir poser vos questions sur les deux thématiques qui ont été présentées. Voilà, le questionnaire est ouvert. N'hésitez pas. Peut-être pour aider à la réflexion avant d'entendre les questions, je voulais simplement compléter également ce que venait de dire très bien Clémentine. C'était évidemment le secteur en Belgique comme en France est très impacté par la crise du Covid, en particulier le commerce dans le domaine de la mode. Voilà, ça n'enlève rien à ce qui a été dit, mais effectivement, il faut tenir compte de cet état économique précaire, surtout dans le domaine du commerce du détail, avec la nécessité de renforcer les stratégies dans le domaine du commerce électronique et la possibilité également de collaborer dans ce domaine, mais ça a été précisé par Clémentine dans son intervention. Voilà, et je pense que peut-être un autre aspect aussi qui a été mis en avant par Clémentine et sur lequel j'aimerais insister, c'est la nécessité, c'est aussi un domaine d'intervention qui
et qui pourrait se tenir dans le cadre européen, la nécessité d'aider à l'internationalisation des petites et moyennes entreprises du secteur. Il y a une très forte demande dans les pays en voie de développement ou dans les pays en développement, en particulier la Chine, qui recherche de la création, des marques. Et là, c'est des marchés difficiles l'accès à ces marchés très, très difficile, coûte beaucoup d'argent, mais il y a une demande, il y a un besoin, et là, il y a peut-être des initiatives communes à prendre entre la France et la Belgique, et peut-être avec d'autres pays européens pour mettre les ressources en commun et être plus efficaces. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons une première question qui part en fait, qui est la suivante. Bonjour, je serais intéressée à venir en Belgique avec ma marque, faire une boutique. Pouvez-vous me donner des infos complémentaires pour ces démarches? Là, je pense que peut-être que Philippe pourrait répondre. Alors, je peux répondre de manière assez grossière, on va dire, mais dans l'étude, vous avez le listing de l'ensemble des institutionnels qui s'occupent de l'implantation des entreprises ou de l'accueil des entreprises. Alors, la Belgique est un petit peu compliquée dans ce cadre-là, puisque vous devez décider votre territoire. Est-ce que ça va être la Flandre? Est-ce que ça va être Bruxelles? Est-ce que ça va être la Wallonie? Voilà. Après, mais en tout cas, il y a une infrastructure qui vise à accueillir les investisseurs, les entreprises. Et donc, celles-ci ont été mentionnées à la présentation de Clémentine. Elles sont également dans l'étude avec des adresses et des points de contact. Il y a peut-être d'ailleurs, peut-être Tom voudrait dire quelque chose pour Flanders DC à ce sujet. Et peut-être s'il y a des autres intervenants de MAD, pourrait préciser également ce qui est fait dans ce cadre-là. Mais Thomas, je vois, tu veux intervenir. J'interviendrai après Tom s'il le souhaite, mais enfin, si je peux rajouter juste pour répondre sur ce sujet, n'oubliez pas que nous avons une chambre de commerce franco-belge qui est sise à Bruxelles, qui a la concession Business France et dont l'objet justement est d'accompagner les entreprises françaises sur le sol belge dans une optique de commercialisation de leurs produits. Donc, je vous invite à regarder sur leur site et à les contacter parce qu'ils peuvent effectivement vous accompagner dans vos prochaines démarches. Voilà. Merci beaucoup. Madame Émilie Buzine, vous avez levé la main. Est-ce que vous avez une question à poser? Sinon, j'en pose une autre. Ok, je vais poser la suivante, qui est Paris a l'ambition de devenir la capitale de la mode durable, ainsi comment Bruxelles ou la Belgique plus généralement pourrait s'associer à ce projet. Je peux faire une première partie de réponse peut-être et Philippe pourra compléter. Moi, je pense que ce serait très intéressant d'associer la Belgique à ce projet et de se rapprocher des institutions et des opérateurs qui sont spécialisés dans la mode. Donc, par exemple, le MAD à Bruxelles, puisqu'il y a aussi une très grande compétence sur les sujets durables. Flanders DC également. Et ensuite, effectivement, Wallonie-Bruxelles Design Mode pourrait aussi être un interlocuteur. Je conseillerais également de se rapprocher peut-être de la ville, des villes qui pourraient être associées à ce projet, puisqu'on a des villes très actives dans la mode. Je pense à Anvers, par exemple. Je ne sais pas si Philippe, tu voudrais compléter. Et je vois qu'il y a une autre question. Tant que j'ai la parole, je me permets de répondre très rapidement. La base de données, alors textile technique spécifique, il y a une base de données qui est créée par Créamoda, qui est l'association professionnelle de la mode en Belgique et qui rassemble un très grand nombre de producteurs et de professionnels du domaine de la mode dans plusieurs catégories. Donc, je vous encouragerai, je vais chercher le lien et je pourrai le mettre dans la discussion également. Merci beaucoup. La question suivante, quelle serait la dimension temps possible et les actions simples à mettre en œuvre à court, moyen, long terme?
en rapport avec les recommandations que vous avez faites, je suppose. Clémentine, je ne sais pas si vous avez une réponse par rapport à ça, puisque vous avez fait une étude un peu globale des relations entre la France et la Belgique et du terrain belge. C'est vrai qu'on n'a pas à poser une temporalité aux recommandations. Je pense que la partie, disons, la plus simple ou la plus courte à mettre en œuvre serait la partie contact, donc vraiment initier les contacts professionnels, les contacts entre institutions. Je pense qu'il y a également une réflexion à avoir au niveau de l'ambassade de France en Belgique sur les suites à donner à cette étude. Donc, j'imagine qu'il y aura d'abord une réflexion stratégique et ensuite une mise en œuvre. Et je pense que voilà, les contacts professionnels, j'espère que cette étude aura contribué à mettre en lumière certains acteurs et qu'il y aura des contacts qui vont pouvoir se nouer en dehors des relations bilatérales et grâce à ces relations renforcées. Après, du point de vue moyen, long terme, pour l'instant, je ne sais pas si je suis vraiment en capacité de le dire. À long terme, nous, on encouragerait vraiment la structuration des secteurs au niveau européen pour avoir une voix au chapitre du point de vue des institutions, pour pouvoir bénéficier de davantage de financement. Donc ça, ce serait peut-être l'horizon à long terme. Ce qui nous a étonné en fait en faisant l'étude, c'est le manque de connaissances en fait réciproques des deux marchés. Et ça, c'est du court terme en fait. C'est les rencontres, c'est intéressé par son voisin. Et comme le disait Clémentine, c'est une question de mettre en œuvre peut-être des canaux de communication, des rencontres. Alors ça se fait au niveau professionnel, mais ça pourrait se développer. Surtout du côté français. Notre impression, c'était que les Belges faisaient plus d'efforts à cet égard que du côté français. Et voilà, un intérêt réciproque. Et ça, pour nous, il y a beaucoup de choses qui en fait, peuvent être faites en court terme. Après, sur les questions européennes, ça peut être du court terme également en termes de mise en œuvre. Après, d'action, de résultats, ça va souvent être du long terme. Mais comme on a identifié beaucoup d'intérêts communs, nous pensons qu'il y aura un intérêt européen à se saisir. En tout cas, il y a un intérêt, mais peut-être pas assez au niveau des États membres pour prendre à bras le corps la question des intérêts de la mode et du design. Ce qu'a fait la France pour l'audiovisuel, voilà, elle pourrait le faire pour la mode et le design. Merci Philippe, je vois que le temps passe. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie de ce webinaire, en sachant que toutes les questions ont été prises en compte et pourront être posées plus tard, en tout cas. Voilà, je voudrais vraiment vous donner la parole à Tom Zuckerberg de Founders DC, qui aide, promeut et met en relation les industries culturelles et créatives de Flandre entre elles et à l'international. Tom, je vous cède la... Bonjour à tout le monde. Merci et félicitations aux initiateurs de cette initiative. J'espère que la traduction se passe bien. Mon français, malheureusement, est un peu rouillé. Et donc, si vous ne parlez pas le hollandais, j'espère que ça se passera bien de cette manière. Encore merci de votre invitation. J'ai suivi l'étude et j'en ai déjà parlé avec certains collègues. Je pense de toute façon que la collaboration est l'avenir avec les différents pays. Et on voit aussi beaucoup de possibilités dans l'avenir pour mettre en place une collaboration avec la France, aussi que les organisations dans le secteur créatif, dans la Flandre, le côté nord de la Belgique, sont très intéressées de voir quelles sont les organisations qui existent en France, qui ont les mêmes buts que nous, et de voir comment est-ce qu'on peut mettre nos agendas les uns à côté des autres pour créer des buts communs et de voir comment on peut se soutenir
pour atteindre les buts plus rapidement et d'une meilleure manière. Nous allons voir quelles sont les initiatives qui sont déjà en place. Encore merci de cette invitation et de voir comment on va mettre toutes ces institutions en connexion. Je ne sais pas si c'est un entretien modéré. Je pense que la traduction aura un petit peu de retard. Ce que je voudrais déjà vous dire, c'est que ce qui est très clair ici, c'est qu'en Flandre, et je peux le confirmer, que nous nous concentrons sur l'innovation, le secteur innovatif et la durabilité sont des domaines qui sont très importants pour nous. Il y a beaucoup d'entreprises qui font un grand changement en ce moment et nous suivons cela de près. Et on voit depuis quelques années qu'il y a des mouvements tout à fait nouveaux que nous soutenons. Nous voyons aussi des possibilités aussi pour les entreprises françaises qui ont aussi développé leurs initiatives et de participer avec eux dans leur développement. Et nous voyons que les organisations françaises peuvent être avec nous, suivre notre chemin. S'il y a une collaboration professionnelle, comme décrite dans l'étude, je pense qu'il faut organiser des tables rondes dans lesquelles les différentes entreprises de mode et de design puissent se présenter et de voir quels sont leurs besoins, de voir s'il y a de l'export ou de l'import qui soit possible. Et je vois, en tout cas pour les entreprises françaises, je vois beaucoup de possibilités et de cartes en Belgique qui seraient à utiliser. Et je les invite à venir voir ce qui se passe en ce moment. La Belgique est considérée comme un marché test pour les nouvelles modes. Je peux dire que s'il y a 6 fois plus d'habitants dans votre pays, mais ici en Belgique, au niveau international, il y a un marché de test qui est très intéressant. Il y a beaucoup de caractères différents qui sont regroupés sur un terrain très restreint. Et donc, on fait des produits très expérimentés, une expérimentation avec différents produits. Et évidemment, il y a une différence de grandeur et un marché différent par rapport à la France. Je pense que les entreprises françaises seront très curieuses de savoir ce que nous développons ici. Et je pense que les entreprises belges auraient très envie de voir s'implanter en France. Au niveau organisationnel, nous sommes une organisation qui est soutenue par le gouvernement belge. On est très curieux de voir ce qui se passe en France dans le domaine créateur et aussi d'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a beaucoup de connaissances qui peuvent être échangées. On peut aussi voir quelles sont les formations qui sont en place, que les gens des différents instituts qui continuent dans le marché du travail puissent avoir une chance de se développer, de développer des initiatives et de passer la frontière pour voir quelles sont les possibilités dans l'autre pays. Donc, je pense que l'échange de connaissances est très important. Il y a 14 ans, on a développé une initiative, ça s'appelle District of Creativity, qui est une organisation avec beaucoup de créateurs, avec des régions créatives, avec des connaissances et avec des échanges de connaissances et d'informations. Ça s'appelle un reverse information. Et chaque année, il y avait cela, mais le Covid, évidemment, a rendu les choses un peu plus difficiles.
il y avait un forum, World Forum, qui avait été mis en place pour donner un podium à l'échange de connaissances, de nouvelles idées, ce qui a amené à des échanges d'études, de telle sorte que les étudiants puissent avoir des stages dans la mode ou le design. Je pense que c'est une grande chance pour la France de participer à cela, de telle sorte que dans ce domaine-là, ils s'enrichissent point de vue connaissance. Je ne sais pas si vous avez des suggestions ou des questions. Il y a peut-être des questions. Je les entends volontiers. Merci Tom. Je pense qu'on va peut-être essayer de concentrer les questions après. Je vais céder la parole à Monsieur Pierre-François Lelouet, qui est président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Voilà. Merci beaucoup, Madame, pour cette introduction et pour cette invitation. Merci à nos amis, bien sûr, de l'Institut français et à tous les organisateurs de cet échange. Je vais essayer peut-être en introduction de rappeler ce qu'est la mode en France, qui est un pilier extrêmement fort de notre économie. Je rappelle 154 milliards d'euros de chiffre d'affaires sont réalisés par les marques de mode françaises, pas uniquement dans l'habillement, mais aussi dans la cosmétique, dans le design, dans beaucoup d'autres domaines. Mais les marques de mode sont à l'origine en fait d'un rayonnement à la fois économique et bien sûr symbolique extrêmement fort pour notre pays. Comme vous le disiez, monsieur, c'est un secteur qui a beaucoup souffert de la crise au cours de ces 14 derniers mois. En gros, le chiffre d'affaires des marques de mode en France a baissé de 15% au cours de cette dernière année, mais les marques de luxe, elles, ont continué à exporter beaucoup, notamment en Asie, et nous avons la chance d'avoir basé à Paris un certain nombre de grandes maisons qui continuent de se porter extrêmement bien. La mode française est un écosystème à la fois très riche et en même temps très complexe. Il est en gros composé de 4 familles différentes et je ne suis le représentant qu'une seule des 4 familles. La première famille, c'est celle de l'habillement, celle que je représente, c'est-à-dire celle des PME. La Fédération du prêt-à-porter féminin représente 600 marques en France et usines françaises, uniquement pour la partie féminine. Ce sont des marques indépendantes qui vont de Bache à Maison Kitsune ou simplement des maisons qui font quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est la grande famille de l'habillement. Nous avons une deuxième grande famille qui est celle de la haute couture, qui organise la Paris Fashion Week et qui a fait de Paris, effectivement, je crois, la grande capitale internationale de la mode qu'elle est aujourd'hui et dans lequel, bien sûr, nos amis belges ont eu une part extrêmement importante encore aujourd'hui, mais bien sûr depuis les années 90, où Paris est devenu une plateforme, pas française à proprement parler, mais une plateforme bien plus internationale, y compris pour les marques belges. Une troisième famille de l'habillement, ce sont nos amis du textile, c'est-à-dire de l'amont de la filière et de la maille. Nous avons encore la chance d'avoir en France des dizaines et des dizaines de tisseurs qui s'appuient sur des savoir-faire absolument exceptionnels et qui viennent enrichir, bien sûr, l'écosystème français de manière considérable. Et puis la quatrième grande famille et la dernière, c'est celle du commerce, c'est-à-dire toutes les grandes chaînes d'habillement, les TAM, les Célio que vous connaissez également en Belgique, mais aussi tous les grands magasins que nous avons. Et nous avons la chance de pouvoir inaugurer cette semaine un nouveau grand magasin qui est la Samaritaine. Après 16 ans de travaux, le groupe LVMH a pris en main ce projet absolument extraordinaire et nous voyons donc la naissance à Paris d'un nouveau grand magasin. Il y en a eu un autre l'année dernière, c'était les Galeries Lafayette Champs-Élysées. Donc on voit bien qu'il y a un écosystème extrêmement riche de la mode, extrêmement varié, et avec un appui gouvernemental bien sûr extrêmement fort, mais de manière symbolique. Nos amis du ministère des Affaires étrangères sont ici bien sûr pour en témoigner. Nous sommes bien sûr très proches du ministère de l'économie et naturellement du ministère de la culture également. Mais il faut rappeler que toutes les actions de nos fédérations, de quelles que soient ces 4 grandes familles, sont pour l'essentiel financées par une taxe qui porte sur le chiffre d'affaires des marques de mode. Il y a 0,0
675% du chiffre d'affaires des marques de mode, qui est taxé pour pouvoir financer des actions collectives. Et ces actions collectives sont extrêmement importantes en France et j'aimerais peut-être rappeler uniquement celles qui concernent notre famille, celle de l'habillement et des 600 marques que nous représentons. La première des priorités que nous avons axées, c'est celle de l'international. Nous avons des actions, nous subventionnons un peu plus de 200 marques à l'étranger pour opérer 450 opérations dans 10 pays différents. Parce que le but que nous avons en tant que fédération du prêt-à-porter féminin, ça n'est pas d'accompagner des créateurs, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise et de faire en sorte que les marques que nous accompagnons puissent faire plus de chiffre d'affaires, qu'elles soient créatives ou qu'elles ne soient pas créatives, qu'elles soient petites ou grandes, qu'elles soient jeunes ou vieilles, qu'elles soient basées à Paris, à Marseille, à Lille ou à Roubaix, qu'elles aient un modèle économique centré sur le wholesale, c'est-à-dire la vente en gros, ou un modèle purement retail, qu'il soit physique ou qu'il soit digital. Donc nous avons développé tout un panorama en fait, d'actions collectives pour pouvoir venir en aide à ces différentes entreprises. Donc, je vous le disais, 450 opérations chaque année de financement à l'étranger pour promouvoir la mode française et les marques, notamment sur des salons ou des showrooms qui sont soit organisés par nous-mêmes, comme c'est le cas à Tokyo, à Shanghai ou à Taipei, soit y compris des showrooms qui aujourd'hui sont complètement digitaux. Nous avons mis en place notre propre showroom digital pour couvrir et mettre en relation des marques françaises avec des acheteurs asiatiques, mais sur d'autres salons aux États-Unis ou à Moscou, par exemple, qui ne nous appartiennent pas et que nous n'opérons pas. Nous promouvons beaucoup la coopération internationale. Et je dois dire que je suis un peu étonné que vous l'ayez parfois oublié dans cette étude. Les fédérations françaises sont membres d'Euratex, qui est la confédération européenne des industries de la mode et de l'habillement, de la même manière d'ailleurs que nos amis belges sont également membres de cette organisation. Je pense aux associations Créamoda et Fedustria, que nous sommes absolument ravis de côtoyer au sein d'Euratex. J'aimerais également rappeler que la mode et le textile ont été choisis comme un des 14 écosystèmes industriels sur lesquels la nouvelle commission, va mettre en place une stratégie et des moyens dédiés. Donc là aussi, c'est quand même une très bonne nouvelle au niveau européen. Nous attendons que le commissaire Thierry Breton puisse détailler sa vision, mais il y a une stratégie européenne pour notre secteur qui va maintenant pouvoir être déployée. Et c'est assez unique parce que ça fait effectivement très longtemps que ça n'est pas arrivé. Je voudrais aussi rappeler que si l'écosystème français est assez complexe, comme je le disais, ces 4 grandes familles se rassemblent au sein du comité stratégique de filière mode et luxe, qui rassemble non seulement les acteurs de la mode, mais aussi ceux du bijou, ceux du cuir, etc. Et que je suis moi-même président de France Industrie Créative, qui est encore une association qui va bien au-delà, puisqu'elle rassemble le bois, en plus de la mode, du cuir, etc., et la céramique. Donc, on a une volonté en France de travailler très ensemble et de projeter à l'étranger, d'entretenir un dialogue avec nos amis européens et nos amis belges. Et je pense également à des personnalités belges qui sont très connues en France et qui ont permis à Paris, qui ne se voit pas encore une fois comme une capitale française, mais qui se voit comme une capitale internationale de la mode, de rayonner. Je pense à des personnalités comme Francine Perron, qui a longtemps dirigé la Cambre avant de diriger les premiers programmes de création de l'Institut français de la mode. Je pense par exemple à Hans Defeur, qui est un diplômé d'Anvers, de l'école d'Anvers, qui aujourd'hui pilote également les programmes de création de l'Institut français de la mode, dont vous connaissez les ambitions bien plus larges aujourd'hui. Moi, quand j'étais diplômé du business il y a 23 ans, de la section business de l'Institut français de la mode, nous étions 50 étudiants. À la rentrée prochaine, j'en suis aujourd'hui l'administrateur, il y aura 900 étudiants en France à l'Institut français de la mode, dont 70% d'étrangers. Et pas que des Asiatiques, beaucoup d'Européens et beaucoup de Belges évidemment également. C'est un des avantages de la Belgique d'avoir des écoles de création absolument extraordinaires. Elles le sont toujours. Il nous manquait à Paris une école de création forte. Nous l'avons à présent et elle est pilotée par un Belge, comme vous l'avez vu, en tous les cas, le segment création de l'Institut français de la mode.
Donc l'international est quelque chose de très important. Nous invitons tout à fait régulièrement des acheteurs étrangers également à venir à Paris. Nous organisons des ateliers du wholesale, nous organisons une veille très importante également pour les marques françaises sur une dizaine de marchés internationaux. Le deuxième axe, et là aussi nous rejoignons avec Monsieur Kerbrick, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Le développement durable est sans doute un des axes sur lesquels nous devons renforcer une coopération franco-belge. Du côté de la France, nous avons déjà depuis 5 ans développé un certain nombre de guides à destination de nos marques. Un premier sur les approvisionnements responsables, un deuxième sur l'éco-conception qui va sortir le 2 juillet prochain et un troisième sur la communication des marques responsables qui sortira l'année prochaine. Nous avons développé un annuaire qui rassemble 70 solutions innovantes dédiées à la RSE sur prêt-à-porter.com. C'est notre annuaire ressources green que vous pouvez bien sûr également consulter, même si vous êtes belge, parce que grâce à Internet, tout est disponible. Nous avons également mis en place un plan d'amplification des actions RSE qui va pouvoir bénéficier à plusieurs dizaines de marques où nous donnons des subventions de 2 500 € pour payer des consultants pour que les marques soient plus responsables et qu'elles puissent s'engager dans une démarche d'éco-responsabilité et d'éco-conception. Nous sommes bien sûr partenaires de la Caserne, qui est ce nouvel incubateur qui va ouvrir en septembre à Paris et qui rassemble 40 marques de mode, 10 startups dédiées à la mode responsable. Et la fédération va organiser un quart du programme de formation qui aura lieu également à la Caserne pour les membres de cette organisation. Le troisième axe qui est très important pour nous, c'est l'accompagnement des jeunes marques. Nous avons des subventions, toujours par le défi, qui est cet organisme qui collecte la taxe de 0,0675% sur le chiffre d'affaires et les importations des marques de mode. Nous avons des subventions pour les jeunes marques de mode pour leur permettre d'exposer sur des salons. Nous avons, avec toutes les maisons de mode, et vous avez cité tout à l'heure celle de Roubaix, de Lille, organisé un programme qui s'appelle Génération Entrepreneur pour les marques les plus petites qui c'est un programme de formation pour les aider là aussi à émerger et à se structurer. Et je suis persuadé qu'il y aurait des ponts à faire avec nos amis belges sur ce sujet-là en particulier. Nous avons également un autre accélérateur que nous subventionnons, c'est celui de l'IFM, l'Institut français de la mode également, dédié aux marques qui font entre 50 000 et 150 000 € de chiffre d'affaires. Et nous avons notre propre accélérateur pour les marques qui font entre 150 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est le programme Talent. Et nous investissons sur 5 marques chaque année pour pouvoir, là aussi, les structurer et les permettre de grandir. Enfin, nous sommes également partenaires de l'accélérateur du comité stratégique de filière mode et luxe dédié à toutes les marques qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Autre axe important, je crois, de coopération entre la France et la Belgique, c'est celui de l'innovation. Vous l'avez dit, il y a eu une transformation numérique absolument extraordinaire et il y a en France comme en Belgique des startups de cet écosystème qui est très particulier, qui ne cherchent qu'à avoir de nouveau un dialogue assez poussé avec des marques de mode pour pouvoir tester ou vendre leurs solutions. Je pense notamment à une startup belge, RedViews, qui est extrêmement intéressante, qui propose du data pricing notamment et qui propose une solution pour pouvoir optimiser la structure de collection des marques de mode. C'est une startup qui a beaucoup de succès en France, qui a d'ailleurs, je crois, a été rachetée en partie par un groupe français, le groupe Lectra, mais qui a été fondée par des Belges qui sont bien sûr toujours aux commandes. Donc on voit bien qu'il y a des ponts qui se font et que les solutions, la mode, elle n'a pas de frontières, les goûts n'ont pas de frontières et les problématiques que nous avons d'innovation, d'internationalisation, de développement durable, ce sont bien sûr les mêmes que ce soit à Gand, à Anvers, à Bruxelles ou à Paris. Donc, moi, en tant que président de fédération, vous avez compris que nous avons beaucoup de travail, que par ailleurs, le système législatif français et européen est en train d'évoluer beaucoup. Il évolue énormément sur le plan du développement durable. La loi AGEC en France, qui va imposer de mentionner l'origine du sourcing des vêtements sur 5 étapes de fabrication, est une étape importante sur la traçabilité du vêtement
et sur la transparence de l'information qui est donnée aux consommateurs. La loi climat, qui est en cours, climat et résilience, qui est en cours de discussion au Sénat en France, va venir accélérer encore les obligations des entreprises de mode françaises, mais pas que françaises. Hein. Ça va s'imposer à beaucoup d'autres marques qui voudront vendre sur le territoire français. Beaucoup d'informations en termes de RSE, de développement durable. Et c'est très clairement notre priorité aujourd'hui en tant que fédération professionnelle que de pouvoir accompagner nos membres dans cette compréhension également de l'écosystème législatif français qui est assez unique et qui est également très ambitieux puisque la France a clairement la volonté d'être leader sur toutes les questions de développement durable et d'impact social de la mode, en particulier en Europe. Donc, nous serons moteurs sur ces questions et nous insistons beaucoup et déployons beaucoup de moyens pour permettre à nos membres d'être en phase avec une législation qui, à partir de 2022, va changer en France, mais également une législation européenne, puisqu'il y a des travaux au niveau d'un organisme qui s'appelle le PEF en Europe sur la traçabilité, sur des obligations d'affichage des caractéristiques environnementales des marques de mode qui devraient s'imposer à toutes les marques européennes à partir de 2025. Et évidemment, c'est demain, puisque quand il faut se mettre en place des outils de traçabilité, savoir exactement où a été confectionné le vêtement, ça on le sait, mais d'où vient le tissu, où il a été ennobli, d'où vient le fil, d'où vient la fibre, quelles sont toutes les étapes de fabrication, etc. Ça, c'est beaucoup plus ambitieux et c'est, je crois, un des axes fondamentaux d'une future coopération européenne. Pardon d'avoir été un peu long, mais il me semblait important de présenter à nos amis belges à la fois la complexité de notre écosystème et en même temps les priorités de nos organisations. On ne vous entend pas, madame. Voilà, merci Monsieur Pierre-François Lelouet et Tom Sekeuiberg. Voilà, il y a un moment d'échange qui est ouvert maintenant. Je vais juste relayer une des premières questions d'une personne qui travaille sur un Text Lab de Wallonie Design, qui est un lieu de prototypage sur Liège et qui souhaiterait connaître l'avis de KEA sur la filière textile wallonne, bruxelloise et comment Tom, évidemment, pourrait qualifier cette filière. Merci pour cette question. On mentionne d'ailleurs le Text Lab, on en fait mention dans l'étude comme voilà, une volonté de développer les capacités de production plus expérimentales à destination des petites entreprises ou des créateurs via ce type d'initiative partagée et de structuration de la filière textile. Nous, ce qu'on a fait en première partie de l'étude, c'est de s'appuyer sur les données statistiques qui étaient à notre disposition. Donc, je peux donner ce que l'on a pu trouver en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre d'entreprises. En tout cas, jusqu'en 2018, il semblerait que c'était plutôt en déclin. Mais voilà, ça, c'est une photographie statistique qui n'a pas vraiment pu être vraiment complétée de façon qualitative. Donc, je serais curieuse de lire aussi les résultats de vos études sur ce projet de structuration de la filière textile en Wallonie, puisqu'on a davantage trouvé des informations sur la Flandre, mais on peut quand même dire qu'il reste un savoir-faire, qu'il est de moins en moins exploité, qu'il est peut-être un peu difficile aussi pour certaines marques d'y avoir accès. Mais voilà, c'est une vision assez partielle que je peux vous proposer. Je ne sais pas si Tom avait une autre réaction à ce sujet. Merci Clémentine. Je pense qu'on peut passer la parole à Tom. Évidemment, historiquement, la Belgique, au niveau de la filière textile, est plus implantée en Flandre, mais on peut en faire un état de lieu, Tom? Ce n'est pas mon domaine d'expertise dans le textile. J'ai des collègues qui en savent beaucoup plus. En tout cas, en Flandre, on a une industrie textile qui est très riche.
et qui a diminué les dernières années parce que le travail est parti dans d'autres pays. Mais il y a beaucoup de développement dans l'innovation et on recherche des nouvelles techniques pour faire le recyclage de matériaux, de recycler des matériaux chimiques. Depuis la semaine dernière, il y a un nouveau projet européen, RISE 2020. Il y a un autre projet qui s'appelle RISE avec 5 partenaires français. Donc, dans ce niveau, il y a beaucoup de connaissances qui est échangées pour rendre les choses transparentes dans le secteur textile, de la production jusqu'à la création de vêtements, que ce soit des tissus recyclés ou la réutilisation. On est très curieux de voir l'échange de connaissances de ce point de vue. Toute l'industrie de la mode voudrait rendre leur processus plus durable. Donc maintenant, on a l'ambition de faire ça avec des entreprises technologiques pour réaliser. Maintenant, la question, je n'avais pas vraiment compris quelle était la question qui nous a été posée. Je ne peux m'imaginer que la personne qui avait la question peut me prendre direct contact avec moi de telle sorte que je puisse donner un peu plus de détails. C'est très gentil. On a une autre question de Thomas Chusville qui nous demandait en fait quelles étaient les opportunités de participer à des événements mondiaux comme les JO ou plus local comme la Biennale intérieure. Je ne sais pas si quelqu'un, peut-être Thomas, pourrait peut-être répondre. Non, apparemment, Thomas n'est pas là. Philippe, je ne sais pas si comme vous êtes présent, est-ce que voilà, il y a des opportunités? Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Néanmoins, j'en profite pour relever ce qu'a dit Tom à un moment donné dans son intervention et qui me paraît très important, surtout dans le cas de ce que met en œuvre la France, puisqu'elle a plus de moyens, plus de puissance, une industrie plus forte qui a été soutenue longtemps de manière continue par les pouvoirs publics et un secteur privé avec de fortes locomotives. Mais ce que Tom a dit, est, à mon avis, est très important, c'est l'aspect, l'ouverture internationale du pays. Et lorsqu'on est un jeune créateur, lorsqu'on est un entrepreneur et qu'on veut aller vers l'international, effectivement, la Belgique est une plateforme très importante ou très intéressante. Ça reste un petit marché, un marché accessible grâce à la langue, mais un marché effectivement très, très ouvert à l'international où on peut tester énormément de choses et où le consommateur belge va être un bon élément pour savoir effectivement si sa marque peut avoir un impact au niveau international ou tout du moins au niveau européen. On le voit dans le domaine de la mode, on le voit également dans le domaine de la musique et dans d'autres secteurs culturels et créatifs. Et c'est en ça que le marché belge est particulièrement intéressant pour les entreprises. Et un autre aspect en entendant M. Louet, qui me paraît important également, c'est que la France a été très bonne dans le maintien du savoir-faire, des métiers traditionnels. Et la Belgique a un peu laissé tomber cet aspect-là et ces métiers ont tendance à disparaître. Et il y a peut-être un effort à faire du côté de la production française, à faire connaître son savoir-faire auprès des entreprises belges, parce qu'il y a un marché très, très intéressant dans ce domaine-là. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Il existe d'ailleurs en France un organisme qui s'appelle la Maison du Savoir-faire, dont le métier est de mettre en relation des marques et des fabricants, pour justement faire en sorte que les fabricants puissent trouver des débouchés et surtout que beaucoup de marques qui souhaitent aujourd'hui relocaliser leur production puissent trouver des fabricants en France. J'aimerais quand même insister sur quelque chose, c'est que en France comme en Belgique,
je crois que jusqu'à une période très récente, nous avons voulu soutenir, et nous avons soutenu d'ailleurs plutôt pas mal, surtout en Belgique, je dois dire, des générations et des générations de designers de mode, de créateurs de mode, de gens qui créaient leur marque en mettant leur nom dessus. Et il y a 5 ans encore, quand une marque se créait, c'était souvent autour d'une identité d'un designer, d'un créateur de mode, qui cherchait des débouchés dans des concept stores, des multimarques ou des grands magasins. Pour ce faire, il montrait ses collections 2 fois par an dans un showroom ou sur un salon professionnel. Aujourd'hui, quand une marque de mode se crée, en tous les cas en France, dans la totalité des cas, elle a une démarche éco-responsable et dans 80% des cas, elle ouvre d'abord un compte sur Instagram, elle se construit d'abord une communauté, elle ouvre d'abord un e-shop et si elle a un peu de moyens, elle va chercher un showroom et à se développer dans un réseau multimarque. Et la manière dont les acheteurs aujourd'hui fonctionnent, c'est qu'ils détectent d'abord les marques sur Instagram avant de les rencontrer dans des showrooms ou dans des salons professionnels. Donc, tout ça a été très bien expliqué dans une étude que nous avons d'ailleurs commandée, qui est avec toujours le soutien du défi et de toutes les autres organisations professionnelles, sur les nouveaux modèles économiques de la mode. Je vous incite grandement à la lire. Elle est aussi accessible sur prêt-à-porter.com dans la rubrique ressources. Donc là aussi, je pense qu'elle est extrêmement intelligente parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus un seul modèle économique aujourd'hui, que le modèle des designers de mode est un modèle parmi d'autres et que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui des success stories, quels que soient les modèles économiques. Et donc la diversité de ces modèles, cette diversité qui est très importante pour nous, qui représentons à la fois des marques qui sont créées par des designers mais qui ne présentent pas encore à Paris dans la Fashion Week, des marques qui vendent uniquement sur le digital, des marques qui quelquefois ont 1 ou 2 ou 3 magasins en propre. Toute cette diversité-là et les transformations du secteur ces 3 dernières années ont été telles que je crois que nous devons justement renforcer une coopération internationale parce que ce qui vaut aujourd'hui à Anvers vaut bien sûr à Paris, parce que les mécaniques sont les mêmes et que les marchés sont internationaux. Et que pour une marque belge ou une marque française, l'important, ce n'est pas tant de se développer à Bruxelles, à Gand pour les Français ou à Paris quand on est une marque belge, c'est d'aller conquérir Shanghai, Séoul et d'autres marchés, notamment asiatiques, où la croissance est évidemment extrêmement forte et où il y a des envies de création encore très fortes, où il y a des envies de rencontrer des nouvelles esthétiques. Et ça, je suis persuadé que nous pourrions monter ensemble des opérations dans ces pays et renforcer notre connaissance mutuelle de ces marchés. Merci beaucoup. On va passer à une question tout à fait différente. On a Gilles Roujon qui nous demande par rapport à l'étude KEA, si vous avez pris en compte la dynamique de la New European Bourse. Je pense que j'ai vu passer ce sujet-là dans votre intervention et qui a été impulsé par la présidente de la commission depuis Bruxelles. Voilà, je ne sais pas si Philippe Kern pourrait nous donner un petit peu plus de réflexion sur cette opportunité pour les industries créatives en Belgique et de créer un lien avec la France. Je pense que Clémentine est mieux placée que moi pour parler de New European Bourse. C'est une nouvelle initiative, effectivement, qui est pleine de promesses, puisqu'elle met en avant l'importance du design dans la construction européenne. Donc, il faut se féliciter de ce type d'initiative politique. Après, de manière concrète, des appels d'offres sont lancés. Quel va être le rendu ou le résultat de cette initiative? C'est un peu trop tôt pour en parler. C'est une initiative récente, mais il faut s'en féliciter, effectivement, puisqu'on tend à reconnaître l'importance de la création dans la création, dans le développement, dans le projet d'intégration européenne. Et pour nous, c'est une initiative politique importante. Après, les moyens mis en œuvre,
Qui va les mettre en œuvre, ça reste encore des points d'interrogation. Clémentine, tu as sans doute des choses à rajouter par rapport à ça? Je voulais juste ajouter que quand on a fait notre séminaire de validation de recommandations, on avait des membres du BEDA, donc du Bureau européen des associations de design qui étaient représentés et qui sont actifs. En tout cas, le BEDA est un partenaire officiel du New European Bauhaus. Donc, je pense que s'il y a des acteurs professionnels du design qui souhaitent s'associer, rentrer dans cette démarche, je leur conseillerais d'aller s'adresser au BEDA directement puisqu'ils sont partenaires et ils sont vraiment... voilà, ils ont vraiment envie de faire partie de cette démarche pluridisciplinaire, collaborative d'innovation responsable. On a aussi une autre question qui intervient encore sur le même sujet, mais sur la possibilité de participer à des événements mondiaux. Donc, je ne sais pas si, avec les affaires étrangères, Thomas pourrait un petit peu synthétiser ce qu'une marque qui est petite ou grande pourrait avoir accès comme données et en tout cas comme contact pour pouvoir participer justement à des événements mondiaux. Tout dépend du contexte, évidemment, mais en règle générale, vous savez, on a des opérateurs français qui sont chargés justement de la propulsion des marques françaises à l'international. Et bien souvent, sur ces grands salons, sur ces grands événements mondiaux, que ce soit le salon du design à Milan ou autre, vous avez une coalition d'acteurs qui est fédérée par donc une agence, en l'occurrence, en France, Business France, qui effectivement accompagne les marques. Donc, c'est déjà un premier élément de réponse. Et je crois que nos amis de Business France sont autour de la table aujourd'hui. En tout cas, s'ils veulent s'exprimer, ils peuvent. Au niveau plus local, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur les événements type biennale ou événements professionnels qui seraient organisés en Belgique, le plus simple, c'est de monter, là, cette fois-ci, une mission de prospection accompagnée par donc, la Chambre de commerce pour pouvoir effectivement participer à ces salons. Et donc, là, il y a à la fois des dispositifs d'incitation à l'export qui peuvent être pris en compte et aider justement ces entreprises à faire le grand saut, parce que parfois, alors je ne parle pas de la Belgique parce que c'est un territoire relativement proche, mais sur les territoires lointains, c'est un petit peu difficile de pouvoir s'y projeter. Donc, il y a des dispositifs spécifiques. Ils sont tous listés d'ailleurs, et je parle là encore sous contrôle donc, de Marianne et des équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais sur les sites des ministères techniques consacrés, que ce soit l'économie, etc. Et effectivement, donc, c'est, à mon sens, encore la meilleure manière d'accéder donc à ces dispositifs. Voilà en quelques mots. Après, il y a certainement d'autres manières de conquérir les marchés internationaux que ceux que je mentionnais, mais en tout cas, je parlais de ceux qui bénéficient d'un dispositif d'accompagnement gouvernemental. Merci Thomas. Je pense que Colobine voulait aussi réagir. Ah, je ne la vois pas réagir. Est-ce que Thomas, est-ce que vous pouvez aussi voir comment est-ce que par rapport à ces événements internationaux, la Flandre se positionne? Comment la Flandre se positionne? Ça, c'est Tom qui doit répondre. Alors, Tom, oui, excusez-moi, Tom. Oui. Gaat het dan over de vraag van deelnemen aan globaal? Ça parle d'une participation dans un événement mondial? Oui, oui, tout à fait. Si j'ai bien compris, je pense que nous, les Flandres, on regarde à la participation par rapport à la mode et au design au niveau international et les initiatives qui nous trouvons importantes non seulement vers la France, mais surtout au niveau international. Il y a un salon qui est très important et qui est en collaboration avec la Wallonie et la Bruxelles. Ce sont des initiatives communes. On va à Maison et Objets, par exemple pour la vente, où il y a des commandes qui sont faites et il y a des contrats qui sont signés sur la vente de produits. Ça, c'est important pour nous. Si on parle de relations publiques et le positionnement de produits, par exemple, Milan est très important pour nous. Il y a des activités internationales
que l'on prend en main ensemble en ce qui concerne la Belgique. Donc, c'est Bruxelles, Wallonie et la Flandre. Et on essaie d'organiser ça ensemble. Il y a aussi des voyages de développement de business que l'on fait en collaboration avec des agents locaux, avec les chambres de commerce locales. De ce point de vue, c'est très important pour nous de faire des visites d'entreprises de la mode dans différents pays et de voir aussi quels sont les marchés qui sont en développement et que nos maisons de mode prennent directement contact avec eux. Ils font donc un travail préparatoire. Par exemple, aller faire une visite à Milan ou à Paris. Des voyages qui sont organisés par nous. Ou des organisations dans différents secteurs pour qu'il y ait un soutien plus large pour une réalisation plus facile. Réaliser des nouveaux contrats ou des nouvelles collaborations, ce sont en général des choses que l'on essaie de promouvoir. J'espère que j'arrive un peu à répondre à la question qui a été posée. Oui, oui. En fait, le sujet était plutôt moins européen que vraiment aller en Asie ou au Moyen-Orient. Ja, dus zowel die business development trips bijvoorbeeld. Surtout les voyages de développement de business, la Corée, le Japon, c'est surtout dans le segment de luxe. Essayer de mettre des contacts avec la Russie ou la Chine. Ce n'est pas seulement en Europe que l'on développe des initiatives, mais c'est aussi plus dans direction des pays où le segment de produits de luxe sont en développement. On regarde en Europe, mais on regarde aussi la Belgique, de voir comment placer ces pays, de les mettre en avant. Parce que le segment de luxe se développe énormément. Merci Tom. J'ai une dernière question avant que je pense qu'on puisse clôturer le débat. C'est une jeune entreprise qui, elle, n'a pas vraiment de diplôme, mais qui possède un savoir-faire et qui souhaite être accompagnée, en fait, en tout cas être suivie par un incubateur. Je ne sais pas si au niveau des incubateurs, est-ce que quelqu'un pourrait prendre la parole, vers qui s'adresser quand on a, entre guillemets, pas de diplôme, mais qu'on a vraiment de l'or dans les mains? Une entreprise belge ou une entreprise française? Je pense que c'est une entreprise française. Ah ben c'est très simple. On va sur prêtaporter.com et on envoie un petit email à la fédération qui orientera sur les différentes possibilités d'incubation qui existent aujourd'hui. Mais quand on est une jeune entreprise, il y a vraiment un petit programme formidable et vraiment pas cher qui s'appelle Génération Entrepreneur, encore une fois, et qui a été créé à l'initiative de toutes les maisons de mode françaises et de la fédération, bien sûr. Et c'est un programme que l'on suit en digital et qui a beaucoup de succès. Et puis après, il y a des programmes beaucoup plus importants, bien sûr, mais voilà, on clôt, je crois, aujourd'hui le programme, l'appel à candidature pour le programme Talent, qui est le programme d'incubation, d'accélération de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Je voulais juste dire, toutes ces informations sont sur le site dont vous avez cité tout à l'heure. Oui, prêtaporter.com. Parfait. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je vais vite regarder. Non. Est-ce que Thomas Michelon voudrait faire une petite conclusion? Oui, avec plaisir et brièvement. Alors déjà pour remercier tous les participants, nombreux aujourd'hui, et remercier bien sûr les intervenants, Pierre-François Lelouette et Tom Sykerbag pour leur contribution. Franchement, c'était très très intéressant de vous entendre, enrichissant et en même temps effectivement plein d'énergie, d'enthousiasme pour les prochaines actions. Alors déjà, je voudrais aussi remercier mon équipe qui a monté le webinaire et Kunti Moreau bien sûr et l'équipe de KEA. Déjà pour vous dire deux choses, déjà
la publication donc, de l'étude est en cours en langue néerlandaise et en langue française. Donc, on la retrouvera sur le site de l'ambassade de France. On la mettra également à la disposition de l'Institut français, bien naturellement, puisque vous savez qu'ils ont une page dédiée à la question des ICC et à tous les documents que les postes leur apportent sur l'état des lieux des marchés respectifs. Donc, c'est une mine d'or hein, pour tous ceux qui sont intéressés. Il n'y a pas que la Belgique, il y a d'autres pays, et, effectivement, et vous y retrouverez effectivement beaucoup de choses très intéressantes. Et puis, ce webinaire, donc, pour ceux qui voudraient le réviser, ben, il a été enregistré, donc on va également le mettre en ligne. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il sera accessible à la fois sous sa version française et néerlandaise, mais pour ceux qui, à un moment donné, voilà, auraient perdu un peu le fil, et ben, ils le retrouveront grâce à cette rediffusion qui aura lieu d'ici les prochains jours. Alors moi, ce que j'en retiens, c'est déjà beaucoup de choses, hein. On s'est dit beaucoup de choses. Je vois qu'il y a des perspectives de coopération tout azimut et tout à fait importantes. Nous, en tant qu'ambassade de France, vous savez que c'est une conjonction de services, donc il y a à la fois le service économique et nous, service culturel. Je pense que ce qu'on peut faire de mieux, c'est de travailler sur ce que l'on sait faire, c'est-à-dire catalyser les énergies, fédérer les énergies et faire en sorte que les différents acteurs que l'on a entendus aujourd'hui, comme ceux que l'on n'a pas encore entendus, eh bien, nous reviennent et avec nous construisent des projets qui nous permettent de perpétuer le dialogue qui a été initié aujourd'hui, qui a déjà été initié depuis quelques temps, mais qui prend une nouvelle tournure, je trouve, avec ce que l'on s'est dit aujourd'hui. Ce que l'on sait faire, nous, en tant que service culturel, c'est bien sûr l'échange académique. Et là, nous avons d'ores et déjà initié plusieurs missions de prospective pour des écoles de design et de mode français sur des sujets très particuliers, ce qui intéresse en fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire tout ce qui est mode, développement durable, tissu intelligent. Donc je pense que c'est très important d'échanger dès la période de formation entre jeunes créateurs de mode ou jeunes créateurs de design sur ces sujets d'avenir. On aura aussi un volet d'appariement entre écoles sur des sujets mode et business, design et business. Ça nous semble important également d'avoir toujours un pied dans la créativité, mais également dans l'entrepreneuriat. Donc, on va essayer de pousser dans cette voie-là. Sur les sujets, et je suis très sensible à ce que disait Tom tout à l'heure sur la nécessité d'échanger, d'établir une liste en fait des besoins respectifs et surtout de stimuler la créativité réciproque. Donc, on a imaginé plusieurs séminaires, plusieurs cycles qui porteront justement autour des mêmes sujets que ceux que j'avançais, c'est-à-dire l'avenir, le tissu intelligent, la question du développement durable, la responsabilité sociale des entreprises qu'évoquait M. Lelouette. Donc, on va essayer de multiplier les espaces d'échange d'un pays à l'autre justement pour aller dans ce sens. Et puis ensuite, il y a la question essentielle pour nous qui est celui de la commercialisation. Alors, soit dans un registre bilatéral, et là, nous sommes tout à fait à travailler avec Business France et la Chambre de commerce pour créer des missions de prospection d'entreprises françaises vers la Belgique. Mais ça, c'est un métier, donc il faut que nous soyons entourés, bien sûr, de ceux qui savent le faire, donc la Chambre de commerce et Business France, et puis de continuer, bien sûr, à montrer la créativité française en Belgique. Et on parle en ce moment avec plusieurs institutions belges de projets d'exposition qui mettront en valeur, en fait, ces nouvelles scènes contemporaines françaises. Donc, vous voyez, pour nous, ce qui est très important, c'est qu'il y a à la fois ce volet business, bien sûr, le volet créatif et d'échanger sur les nouvelles thématiques, et puis évidemment la monstration en tant que telle de ce que la créativité a à faire de mieux. Et on échangera bien naturellement avec nos camarades et homologues belges installés à Paris pour voir si l'opération inverse est également envisageable. Mais il y a pour nous, un point essentiel, c'est qu'on ne peut pas agir tout seul. On est catalyseur, mais il y a d'autres acteurs. Et je pense que c'est vraiment aux fédérations professionnelles, aux professionnels du secteur, par eux-mêmes, d'établir ces liens. Et donc, je voudrais déjà remercier, bien sûr, la Fédération française du prêt-à-porter féminin, mais aussi le comité stratégique de filière mode et luxe qui, au cours de nos échanges ces derniers temps, nous ont dit qu'ils étaient prêts à nous accompagner sur cette voie-là. Je pense qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent également nous aider. En tout cas, nous serons là comme lieu de réceptacle pour vos initiatives. Dès lors qu'il faudra organiser quelque chose pour favoriser ces échanges, vous pourrez compter sur nous. Et puis, ça nous permettra effectivement d'établir un plan de route sur les prochaines années ambitieux, puisque l'ambition, en fait, c'est ce qui est le plus intéressant dans l'action d'une ambassade, même dans l'action des uns et des autres. Donc, soyons ambitieux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, on poursuit le dialogue. C'était un fait
du hasard que d'avoir ce webinaire à peu près le jour où on ouvre la Samaritaine, mais je m'en réjouis en fait, c'est un signe du destin, donc c'est tout à fait intéressant. Merci à toutes et à tous, merci Kunti, merci Kava, merci aux intervenants, et puis donc à très bientôt pour la suite donc, de nos échanges. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.